Très bien, les amis, bon lundi à tous. En effet, ce week-end, j'ai parlé à Jessica Reed Krause, également connue sous le nom de House and Habit, ainsi que des RFK Files. Je pense à RFK Jr. Et il se pourrait que les RFK Files soient infiniment plus intéressants que les JFK Files en ce moment. Aussi, est-ce que Daily Wire est en train de faire faillite? C'était en tendance ce week-end. Je vais vous donner mon avis sur ces rumeurs qui circulent sur Internet. Replongeons-nous tout de suite dans le sujet. Bienvenue à nouveau sur Candace. Eh bien, j'étais vraiment remontée vendredi. Depuis, je me suis calmée, mais je suis bien sûr très concentrée sur le fait de parler de ce sujet. Il y a tellement de choses que nous devons aborder cette semaine. Quand on parle de chantage en général à Washington, D.C., il est tellement évident qu'il existe un réseau de chantage. C'est vraiment pathétique si quelqu'un n'arrive même pas à l'admettre. Et il n'est pas vraiment nécessaire d'être un expert en opérations de chantage pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Beaucoup de choses relèvent simplement du bon sens, non? Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui aurait dû frapper tout le monde comme étrange. Personne ne traîne ni ne travaille volontairement avec quelqu'un comme le rabbin Shmuley, d'accord? Ce type, un vrai gobelin Rumpelstiltskin en chair et en os, d'accord? Et tout le monde le regarde. Tout le monde est d'accord. Il est complètement fou. Apparemment, il essaye ouvertement de faire chanter les gens. Il leur dit qu'ils doivent faire un don d'un certain montant à sa fondation. Et je ne sais même pas s'il remplit les bons papiers pour sa fondation. Si tu ne fais pas ça, alors je vais te salir en te traitant d'antisémite et de haineux des Juifs. Je vous donne juste un exemple parce que ce type, pour être clair, va faire partie de la campagne de RFK Jr. Voici Shmuley, comment il a décidé de se déguiser pour Purim l'année dernière. Bonjour à tous. Purim est un jour de fête. Nous sommes désolés pour Candace Owens qui a perdu son emploi. Alors je me suis dit, avec son image de ce à quoi les Juifs sont censés ressembler, pourquoi ne pas au moins la valider? Je suis déguisé en juif selon Candace Owens. Maintenant, ce n'est pas un enfant chrétien, c'est un enfant juif. Mais si c'en était un, j'ai mon sang chrétien. Épicé, délicieux. J'ai mon nez juif. Je suis sale parce que les Juifs sont tous sales. Et plus que tout le reste, qu'est-ce qu'il y a? De l'argent! En parlant d'argent, voici une histoire intéressante au cas où vous l'auriez manqué. Le rabbin Shmuley est actuellement poursuivi en justice par l'hôtel Fontainebleau. C'est une histoire incroyable. Il séjournait dans cet hôtel, dans le hall, lorsqu'une personne habituée à sa rhétorique en ligne a décidé de l'aborder, de le confronter et de l'insulter dans le hall. Et ensuite, pour une raison quelconque, il a pensé que ce serait une excellente occasion de faire chanter l'hôtel Fontainebleau parce que personne ne devrait me parler comme ça nulle part. Selon la plainte de l'hôtel Fontainebleau, il a insisté pour ne régler l'affaire que si le Fontainebleau lui versait $1 million. C'est d'ailleurs l'une des choses qu'il aime demander à son organisation caritative, sans jamais fournir d'explications transparentes sur l'utilisation de ces fonds. Il est ensuite allé sur les réseaux sociaux, les a accusés d'être des collaborateurs nazis, les a traités d'antisémites. En gros, il a dit « Je vais ruiner la réputation de votre hôtel si vous ne me donnez pas ce que je demande. » Ce $1 million pour ma propre association caritative. Et, vous savez, histoire amusante, il s'est avéré que les propriétaires de l'hôtel Fontainebleau sont en fait juifs, alors ils ont décidé de le poursuivre en justice. Et dans cette plainte, on apprend que le rabbin avait déjà eu un incident similaire dans ce même hôtel en 2003. L'hôtel a déclaré à la presse locale, je cite, que le rabbin omet qu'il a également exigé un accès personnel à vie à la piscine et à la salle de sport de l'hôtel, le même endroit qu'il affirme être dangereux. Finalement, le défendeur a accepté un dîner gratuit à l'hôtel et est passé à autre chose. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette plainte déposée par une famille juive influente pour avoir tenté, selon eux, de les diffamer et de les faire chanter, il a répondu, je cite, « C'est exactement ce dont les Juifs ont été accusés. C'est presque comme si le procès était tiré des protocoles des anciens de Sion. » Ouais, donc il les traite toujours d'antisémites. La raison pour laquelle j'évoque ce sujet est qu'il n'existe aucune personne au monde qui puisse penser que j'aimerais devenir président des États-Unis. Pour que j'y parvienne, je pense que ce type, le rabbin Shmuley, serait bien placé pour participer à ma campagne.
Très vrai, ça a toujours été très étrange. RFK Jr. Le rabbin Shmuley est toujours présent en arrière-plan, surtout compte tenu des allégations portées contre lui par Michael Jackson. C'est un personnage très problématique. Encore une fois, c'est simplement le premier point évident sur lequel nous reviendrons un jour. Maintenant, en ce qui concerne RFK Jr. lui-même, il a toujours été d'une honnêteté rafraîchissante à propos de ses problèmes passés avec le contrôle des impulsions. Il a été très honnête au sujet de son ancienne dépendance à l'héroïne et de la façon dont ses addictions ont conduit à des problèmes d'impulsion sexuelle. Encore une fois, ce sont des choses que l'on peut comprendre. Et en réalité, je pense que favoriser ces conversations est vraiment une bonne chose pour l'Amérique. De façon plus générale, cependant, lorsqu'on considère les opérations de chantage, il y a presque toujours une composante sexuelle. Et je parle ici du simple fait de jeter un œil à l'histoire américaine, surtout pour ceux d'entre nous qui ont lu ce livre Chaos, n'est-ce pas? On apprend beaucoup de choses sur ces soirées sexuelles sous l'emprise de drogue, qui étaient facilitées par la CIA et leurs expériences de contrôle mental avec le LSD, qu'ils distribuaient librement tout au long des années 60. C'était un élément central des années 1960 en général. Pour ceux d'entre vous qui découvrent un peu tout ça ou qui en entendent parler pour la première fois et qui ont peut-être grandi en pensant, comme moi, que le mouvement hippie, la génération hippie, était totalement organique, amour, sexe, rock and roll. Et détrompez-vous, d'accord? En réalité, cela est directement lié à des personnes incroyablement influentes de l'histoire qui vénéraient une religion appelée Thelema. Aleister Crowley, qui a un jour été surnommé l'homme le plus malfaisant du monde, croyait beaucoup à ce genre de communauté hippie avant même qu'elle n'existe. Et il faisait venir des psychiatres et des élites pour organiser ces soirées sexuelles qui impliquaient des drogues et des expérimentations. Et ça devient complètement fou. Si vous retournez dans mon catalogue, on parle de la NASA, de leurs connexions. En gros, il suffit de comprendre que les élites et le gouvernement étaient complices de tout cela et que la population est finalement devenue victime de ce à quoi ils adhéraient, je dirais, dans les années 60. Et ce livre fait vraiment un excellent travail pour démêler tous les mensonges autour des meurtres de Manson. Il était très lié aux élites. Rejoignez mon club de lecture si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Nous nous réunirons demain. Bref, ce que je veux dire et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je ne crois pas à la malédiction des Kennedy. Tout le monde parle de la malédiction des Kennedy. Oh, il y a eu des crashs d'avions et JFK a été abattu et RFK a été abattu. Je ne crois pas à une malédiction. En revanche, je crois à l'idée que la CIA surveille de très près cette famille depuis qu'ils ont tué JFK. Qui sont ils? Depuis qu'ils ont tué JFK. OK, anecdote amusante apprise dans ce livre qui était censé parler des meurtres de Manson. Ce type était incroyable. Tom O'Neill, qui a parcouru une quantité incroyable de documents qui avaient été cachés tout au long des années 60 et comment les psychiatres étaient impliqués, comme je l'ai dit, dans le fait de droguer des gens, d'essayer de les pousser à commettre des crimes, à tuer des gens, à s'impliquer dans des sectes sexuelles et l'hypnose. Eh bien, vous savez, l'histoire officielle, dont nous savons maintenant qu'elle n'est tout simplement pas vraie ou que vous n'avez jamais pensé qu'elle était vraie si vous étiez comme moi, est que Lee Oswald Harvey a tiré sur JFK. Et puis, il a dit qu'il ne lui avait pas tiré dessus. Mais avant, bien sûr, que nous puissions entendre Lee Oswald Harvey, il y avait un gars nommé Jacob Rubenstein qui a tiré sur Lee Oswald Harvey. Et personne ne savait vraiment pourquoi il faisait ça. Droite, la commission Warren, pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, nous avons appris dans ce livre qu'il a été MKUltra en attendant son procès. Maintenant, au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est MKUltra, même si la majorité des documents ont été détruits par la CIA. Ce qui restait en réalité est tellement choquant de comprendre qu'ils utilisaient l'hypnose. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était de voir s'ils pouvaient créer un sérum de vérité. Ils essayaient de voir s'ils pouvaient implanter des idées dans l'esprit des gens comme autre composante de l'expérience. Et ils essayaient aussi de voir s'ils pouvaient donner aux gens un cocktail de drogue qui les rendrait tout simplement fous. Ainsi, ils ne sauraient même pas ce qu'ils ont fait. Donc, si vous étiez Jacob Rubenstein et que vous faisiez partie de tout cela, escadron d'assassinat ou partie de la journée où il prévoit de le tuer, et vous pensez faire partie du cercle rapproché, puis, s'ils veulent se retourner contre vous, ils peuvent vous administrer un mélange de drogue et vous rendre fou. Vous ne vous souviendrez de rien.
Et la personne qui dirigeait ces expériences était un psychiatre nommé Dr. Jolie West. Il faisait partie de cette obsession de voir s'il pouvait ou non provoquer des troubles mentaux chez les gens. Et ce qu'il découvre, c'est que le docteur Jolie West a rendu visite à Jacob Rubenstein en prison avant qu'il ne doive voir le juge. Je vais simplement lire directement ce passage de ce livre. C'est à la page 343, juste ce petit paragraphe. Après l'assassinat de John F. Kennedy en novembre 1963, West a examiné psychiatriquement Jack Ruby, qui avait assassiné l'assassin de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Peu de temps avant que Ruby ne doive témoigner devant la commission Warren, West l'a examiné seul dans sa cellule de prison. Il est ressorti pour déclarer que Ruby avait subi une crise psychotique aiguë. Effectivement, le témoignage de Ruby devant la commission n'a réussi qu'à le faire paraître dérangé. Il n'a jamais pu expliquer pourquoi il a tué Oswald. Fascinant. Un cocktail de drogue peut rendre fou. Cela fait penser à Britney Spears, à ce que Kanye voulait dire, à ce qu'ils lui ont fait lors de son internement psych 51-50. C'est juste que ça ouvre beaucoup de choses. Restons concentrés sur les Kennedy, car c'est de cela que nous sommes venus parler. RFK, le frère de JFK, avait certainement une idée de qui aurait pu tuer son frère. Et je dirais qu'il n'acceptait pas la version officielle selon laquelle ce n'était que Lee Harvey Oswald. Il était aussi, à cette époque, en train d'accumuler énormément de pouvoir politique. Bien sûr, il formait une famille politique extrêmement puissante dans le monde politique. Il était sénateur et il gagnait beaucoup de terrain lors des primaires présidentielles démocrates à l'été 1968. Maintenant, il faut se dire que si vous faites partie de l'État profond et que vous venez de déployer tant d'efforts pour éliminer l'homme que vous ne vouliez pas voir au pouvoir, celui qui ne voulait pas de bombes nucléaires, qui ne voulait pas envoyer aucune arme, qui ne voulait pas que le réacteur nucléaire de Dimona en Israël soit construit. Vous essayez de bloquer l'AIPAC, vous tuez ce type pour arrêter tout cela. Et puis tout à coup, oh mon Dieu, il a un frère. Et maintenant, il semble qu'il pourrait devenir président. Mec, comment vas-tu empêcher ça? C'est ça. Je dis juste, comment vas-tu empêcher ça de toute façon? Donc, il avance à toute vitesse dans ses primaires présidentielles. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas vivants, comme moi, je ne l'étais pas à cette époque. Et il venait de remporter les États du Dakota du Sud et de Californie. Le 5 juin, il s'adressera à ses partisans de campagne à l'hôtel Ambassador de Los Angeles. Il conclut son propos. Il sort de la scène et la sécurité commence à l'escorter à travers l'arrière-cuisine quand soudain, vous n'allez pas le croire. C'est tellement parfait. Un Palestinien antisioniste s'approche de lui et lui tire dessus. Et il meurt. Il est déclaré mort à l'hôpital Good Samaritan le lendemain, 25 heures plus tard. Parfait. C'est-à-dire, oh mon Dieu, ces Palestiniens, vous ne pouvez tout simplement pas les contrôler. Sauf que cette histoire ne semble pas non plus être entièrement vraie. Au fait, même pas RFK Jr., nous ne sommes pas au pays des conspirations. Même RFK Jr. a visité Saran Saran, la personne qui, selon eux, lui a tiré dessus, le Palestinien qui, selon eux, l'a tué en prison. Lui a rendu visite. Il ne croit même pas à cette histoire. OK, c'est le Washington Post. Qui a tué Bobby Kennedy? Son fils, RFK Jr., n'y croit pas. C'était Saran Saran. On aurait pu penser d'ailleurs qu'on aurait tous entendu parler de ça en 2016. Mais ce n'est pas le cas, ou du moins pas moi, à moins que j'ai vécu sous une pierre. Mais même les personnes présentes lorsqu'il a été abattu ont témoigné que Saran Saran ne l'a pas tué, mais plutôt quelqu'un d'autre. Par derrière, RFK l'a abattu et tué. Prenez par exemple ce type, Paul Schrade. Voici une photo de Paul Schrade en 2016. Paul Schrade, à l'âge de 91 ans, s'est présenté à l'audience de libération conditionnelle de Saran. Schrade a également été blessé par balle à l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Il était là, à l'arrière. Il aurait été touché par Saran Saran. Et pourtant, le voilà, présent pour demander sa libération conditionnelle, et il s'est excusé d'avoir manqué les 14 audiences précédentes de Saran. Il a dit à Saran à ce moment-là, je cite, « J'aurais dû être ici depuis longtemps et c'est pourquoi je me sens coupable de ne pas avoir été là pour t'aider et m'aider moi-même. » Après l'audience, alors que Saran était emmené, Schrade a crié « Saran, je suis tellement désolé que cela t'arrive. C'est de ma faute. » Pardon quoi? Tu t'excuses auprès du gars qui t'a tiré dessus?
Et le gars qui a tué RFK, eh bien, ce n'est pas toute la vérité. Ce qui s'est passé n'est pas toute la vérité. Enfin, du moins, ce qui a été présenté au public ne l'était pas, si l'on en croit Paul. Et voici ce qu'il a dit aux agents de probation. Je vais vous lire ses propos qui, comme je l'ai dit, auraient dû, avec les médias traditionnels, devenir viraux. Mais j'imagine qu'ils étaient occupés à faire autre chose. Maintenant, je vais parcourir cela rapidement, mais commençons par la façon dont il s'adresse à eux. Il dit « Je suis Paul Schrade de Los Angeles. J'ai 91 ans. Et à l'époque, quand j'avais 43 ans, j'ai fait partie des 6 personnes qui ont été blessées par balle à l'ancien hôtel Ambassador à Los Angeles juste après minuit, le 5 juin 1968. J'ai été touché par balle en même temps que le sénateur Robert F. Kennedy, qui venait tout juste de remporter la primaire démocrate de Californie pour l'élection présidentielle des États-Unis. 5 d'entre nous ont survécu à leurs blessures et comme on le sait, le sénateur Kennedy a été mortellement blessé. Sahran Bechara Sahran devait être libéré en 1984, mais après de fortes pressions politiques, sa libération conditionnelle a été annulée et il s'est vu refuser la liberté conditionnelle 14 fois depuis. Pour que vous puissiez prendre une décision éclairée concernant la libération conditionnelle de Sahran, vous devez connaître mes sentiments sur cette affaire et avoir une vision complète de ce qui s'est réellement passé. Sahran, je te pardonne. Les preuves montrent clairement que tu n'étais pas le tireur qui a abattu Robert Kennedy. Il existe des preuves claires de la présence d'un second tireur dans cette cuisine qui a tiré sur Robert Kennedy. L'une des balles, la balle fatale, a frappé Bob à l'arrière de la tête. 2 balles ont littéralement touché Bob dans le dos. Une 4e balle a touché la couture supérieure droite de son manteau et a traversé son manteau sans lui causer de mal. Je crois que ces 4 balles ont toutes été tirées par un second tireur se tenant derrière Bob. Tu n'as jamais été derrière Bob et le dos de Bob ne t'a jamais été exposé. En effet, Sahran, les preuves montrent non seulement que tu n'as pas tiré sur Robert Kennedy, mais aussi que tu n'aurais pas pu tirer sur Robert Kennedy. Il y a plusieurs jours, j'ai veillé à ce que plusieurs documents soient soumis à ce comité pour que vous puissiez les examiner, si cela n'a pas encore été fait. Je vous demanderai de bien vouloir les examiner très attentivement lors de votre délibération. Je serai heureux de vous soumettre à nouveau ces documents ici aujourd'hui. Je crois qu'après avoir examiné ces documents, il devrait vous apparaître clairement que Sahran n'a pas tiré et n'aurait pas pu tirer sur Robert Kennedy. Ce que je vous dis, c'est que Sahran lui-même a été une victime. De toute évidence, il y avait quelqu'un d'autre dans ce garde-manger qui tirait également avec une arme à feu, pendant que Sahran se tenait devant Bob Kennedy et que ses tirs créaient une diversion. L'autre tireur a secrètement tiré sur le sénateur par derrière et l'a mortellement blessé. Bob est décédé 25 heures plus tard. D'abord, je veux vous montrer ceci. C'est une lettre écrite en 2012 par mon bon ami Robert F. Kennedy Jr., le RFK Jr. Bobby a écrit cette lettre à Eric Holder, qui était alors le procureur général des États-Unis. Dans sa lettre à M. Holder, Bobby demande aux autorités fédérales d'examiner l'enregistrement Pruszynski. Répétez cela, l'enregistrement Pruszynski. Le seul enregistrement audio connu réalisé lors de l'assassinat de son père à l'hôtel Ambassador. L'enregistrement a été découvert en 2004 aux archives de l'État de Californie par Brad Johnson, rédacteur international chez CNN. Donc, d'une certaine manière, cet enregistrement était en gros enfoui jusqu'à ce que quelqu'un le découvre accidentellement bien plus tard, en 2004. Le document suivant est une déclaration devant un tribunal fédéral de l'expert audio Philip von Prague, que Johnson a recruté pour analyser cet enregistrement Pruszynski. Dans ce document, von Prague déclare que son analyse de l'enregistrement conclut que 2 armes à feu ont été utilisées lors de la fusillade contre Robert Kennedy. Von Prague a identifié un total de 13 coups de feu sur l'enregistrement Pruszynski. L'unique arme de Sahran sur la scène du crime ne contenait pas plus de 8 balles et Sahran n'a eu aucune occasion de la recharger. Von Prague a également découvert ce qu'il décrit comme des tirs doubles, c'est-à-dire 2 coups de feu tirés si rapprochés qu'ils n'auraient pas pu provenir tous les 2 du revolver Ivor Johnson cadet de Sahran. Von Prague a en fait identifié 2 séries de ces tirs doubles. De plus, il a constaté que 5 des 13 coups de feu présentaient une résonance audio unique qui n'aurait pas pu être produite par le modèle d'arme de Sahran,
ce qui signifie que ces 5 tirs provenaient d'une seconde arme d'un modèle différent. Von Prague a également découvert que ces 5 coups de feu avaient été tirés dans une direction s'éloignant du microphone de Prusinski. Ces documents sont des déclarations de 2 témoins de la fusillade contre Robert Kennedy. Tous deux étaient assistants maîtres d'hôtel à l'Ambassador Hotel. Ces 2 hommes, Carl Uecker et Edward Manassian, ont escorté Robert Kennedy jusqu'à la cuisine-penderie immédiatement après que le sénateur eut prononcé son discours de victoire dans la salle de bal de l'hôtel, pour avoir remporté la primaire de Californie. Uecker et Mnuchin affirment tous deux que Saran se trouvait devant Bob Kennedy alors que le sénateur marchait vers Saran, ce qui signifie que Bob et Saran se faisaient face. Les 2 témoins déclarent que Saran était toujours devant Bob lorsque Saran a tiré avec son arme. Et tous deux affirment qu'après que Saran a tiré ses 2 premiers coups, Uecker a rapidement plaqué Saran contre une table à vapeur, le mettant en clé de tête tout en saisissant le bras avec lequel Saran tirait, forçant la bouche du pistolet de Saran à pointer dans une direction opposée à celle où se trouvait Bob Kennedy et amenant Saran à tirer à l'aveugle ses 6 dernières balles. En d'autres termes, Saran n'a eu le contrôle total de son arme qu'au début, lorsqu'il a tiré ses 2 premiers coups, dont l'un m'a touché. Le document est ce document-ci. C'est le résumé officiel du rapport d'autopsie de Robert Kennedy. Il montre que toutes les balles dirigées vers le sénateur Kennedy ont été tirées depuis l'arrière, à bout portant. Comme l'indique l'autopsie et comme le montrent ces dessins, les balles ont parcouru un trajet de l'arrière vers l'avant selon des trajectoires fortement ascendantes. Une balle a frappé le sénateur Kennedy à l'arrière de la tête, 2 balles sous l'aisselle arrière droite et une 4e balle à l'épaule arrière droite de sa veste, qui a traversé sa veste sans causer de dommages. Encore une fois, les balles de Saran n'auraient pas pu toucher l'arrière de la tête de Bob Kennedy, ni l'arrière de son corps, ni l'arrière de l'épaule droite de sa veste. Ce sont des documents du LAPD, le département de police de Los Angeles, qui révèlent des fautes professionnelles du LAPD dans l'enquête policière sur l'assassinat de Robert Kennedy. Ils détaillent des preuves qui ont été détruites alors que l'appel de Saran était encore en cours, ainsi qu'une photographie reconnue par le LAPD comme étant une réfutation efficace, mais qui a été retenue et non transmise à l'équipe de la défense. En effet, le LAPD et le procureur du comté de Los Angeles savaient, 2 heures après la fusillade contre le sénateur Kennedy, qu'il avait été touché par un second tireur, et ils disposaient de preuves concluantes que Saran ne pouvait pas l'avoir fait et ne l'avait pas fait. Les dossiers officiels montrent que l'accusation, lors du procès de Saran, n'avait pas un seul témoin. Il ne disposait d'aucune preuve physique ni balistique pour prouver que Saran avait tiré sur Bob Kennedy. Des preuves restées sous scellé pendant 20 ans montrent que le LAPD a détruit des preuves matérielles et dissimulé des preuves balistiques, innocentant Saran, tout en couvrant des preuves concluantes qu'un second tireur a mortellement blessé Robert Kennedy. Ce document est une note rédigée par le criminologue Larry Baguette qui a enquêté sur la fusillade contre Robert Kennedy pour le LAPD. La note de Baguette indique que les balles qui ont touché le sénateur Kennedy et William Weasel, une autre victime de la fusillade dans le garde-manger, n'ont pas été tirées par la même arme. La note précise également que la balle qui a traversé le corps de Bob Kennedy en remontant jusqu'à son cou n'a pas été tirée par le revolver de Saran. Une telle conclusion constituerait la preuve que Saran n'a pas tiré sur Robert Kennedy. Il poursuit et conclut en disant, encore une fois, que Saran n'était pas initialement prévu pour être libéré en 1984, mais qu'après d'intenses pressions politiques, sa date de libération conditionnelle a été annulée et il s'est vu refuser la liberté à 14 reprises depuis. Encore une fois, messieurs, je crois que vous devriez accorder la libération conditionnelle à Saran. Et je vous demande de le faire aujourd'hui au nom de Robert F. Kennedy et au nom de la justice. Merci. Ceci conclut mes remarques. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui font partie du club de lecture et ceux qui ont lu Chaos, entendre parler de la corruption du LAPD, et nous avons compris que la CIA était impliquée avec le LAPD, simplement en comprenant à quel point le public a été trompé à propos des meurtres de Manson, et en sachant que tout cela se passait en même temps, ce livre, Charles Manson, la CIA et l'histoire secrète des années 60, c'est fou parce que tous ces éléments commencent juste à s'assembler. Et puis, cela te fait te poser des questions. Qui aurait, si l'on doit croire cet homme, et il est très difficile de croire qu'un homme de 91 ans inventerait tout cela,
pourquoi, quelle serait sa raison. Il a littéralement été blessé par balle par Saran et il prend position en disant que c'est ridicule, que tout cela est devenu politique, qu'il y a eu de la corruption et qu'en réalité, ce type était juste censé être celui qu'on allait accuser. Très similaire à ce que nous apprenons sur la fusillade de JFK. On trouve un type sur qui on est censé faire porter toute la responsabilité. Et comment ce type est-il devenu fou? Je vais deviner qu'il a probablement été victime de MKUltra, mais quelle histoire parfaite. Un Palestinien antisioniste tue le bien-aimé Kennedy. La malédiction des Kennedy, les gars. Non, je pense plutôt à une opération tous les Kennedy. Une opération pour surveiller chaque membre de cette famille politique importante, toujours et à jamais. Et une façon de faire cela, si vous vouliez surveiller chaque membre de cette famille, serait de les rendre impuissants par la dépendance à la drogue, les addictions sexuelles, en alimentant leur dépendance et en les surveillant, en apprenant ce qu'ils font quand ils sont défoncés, n'est-ce pas? Encore une fois, je tire cela de tout ce que j'ai appris sur les années 60, de tout ce que j'ai découvert en consultant tous ces dossiers concernant les Kennedy. Et chose curieuse, tu ne vas pas me croire, n'est-ce pas? Savais-tu que RFK Jr., oui, que RFK Jr., celui qui dirigeait le HHS peu de temps après l'assassinat de son père en 1968, alors que le programme MKUltra battait son plein, distribuant du LSD et essayant de contrôler l'esprit des gens, de les pousser à faire des choses, à commettre des crimes et des actes sexuels, eh bien, très peu de temps après les funérailles de son père, il s'est vu proposer du LSD par des inconnus. Je ne plaisante pas. Il est allé dans l'émission de Shane Ryan et il lui a parlé de ce moment-là. Écoutez ce que dit RFK Jr. à ce sujet. Quand j'avais 15 ans, je n'avais même jamais bu de café. Et cet été-là, l'été après la mort de mon père, je suis allé à une fête organisée pour le frère aîné d'un de mes amis. Je faisais de l'autostop pour rentrer de cette fête et un garçon plus âgé m'a pris en stop, quelqu'un que je connaissais, mais pas très bien. Et il m'a proposé du LSD. Je n'avais jamais pris aucune drogue auparavant. J'ai eu un trip qui a duré probablement 10 heures et je me suis vraiment amusé. Et j'ai fini par aller en ville et vous savez, juste passer un super moment. Mais au petit matin, j'étais en train de redescendre. Je rentrais à pied chez moi et il faisait de plus en plus sombre, 3 miles à parcourir de la ville jusqu'à ma maison. Et juste avant d'arriver chez moi, j'ai vu des garçons plus âgés dans les bois. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient et je leur ai dit que j'étais en train de redescendre de l'acide. Et ils m'ont dit « Tiens, essaie un peu de ça ». Et je m'étais dit à moi-même « Je ne referai plus jamais ça, n'est-ce pas ?» Et ils ont dit « Essaie un peu de ça ». Et c'était de la méthamphétamine en cristal. J'en ai pris une trace et je me suis senti super bien. Et vraiment, cet incident a servi de modèle à mon addiction pendant les 14 années suivantes. J'aimerais vraiment savoir. Qui étaient exactement ces familles? Qui étaient exactement ces garçons qui lui donnaient de la drogue? Ce serait simplement intéressant de connaître ces faits. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit vendredi, il y a eu des rumeurs extraordinaires qui ont circulé à propos de RFK Jr. et je n'ai pas dit cela parce que je ne veux pas que RFK Jr. réussisse dans son rôle. Bien sûr que je le veux. Je suis la reine de l'anti-vaccination. J'ai évidemment créé toute une série et j'ai été très claire sur le fait que si ce n'était pas pour son catalogue de travaux, je n'aurais pas pu créer le mien. Et donc, il a apporté quelque chose pour lequel je crois que le monde entier lui doit une immense gratitude. Mais je n'ai jamais eu d'illusion sur le fait que RFK Jr. n'était pas, d'une certaine manière, sous contrôle. Cela n'a jamais... Dès que je l'ai vu avec le rabbin Shmuley et qu'il n'a pas pu expliquer pourquoi c'était le cas, et dès que je regardais ses interviews avec Dave Smith et qu'il n'a pas pu expliquer pourquoi il ne pouvait pas formuler ne serait-ce qu'une seule critique envers Israël, je suis devenue très méfiante. Sans entrer dans les aspects de commérage de ce que j'ai appris, ce que je préfère faire, c'est plutôt me fier à la compréhension évidente qu'il semble toujours avoir des problèmes de contrôle des impulsions. Je pense que c'est une évaluation juste, non? Cela se voit surtout au fait que, malgré sa candidature à la présidence des États-Unis, et sachant qu'il serait soumis à un examen minutieux, que tous les regards seraient tournés vers lui,
Il a tout de même adopté un comportement à haut risque en décidant d'entamer une relation de sextos avec une journaliste des médias traditionnels, Olivia Nuzzi, qui lui était hostile. Voilà, rien qu'avec ça, peu importe qui a dit quoi, cela montre bien qu'il n'est pas totalement capable de se contrôler. Et les personnes qui ne peuvent pas se contrôler finiront probablement par être contrôlées. Sans entrer dans plus de détails pour l'instant sur ce que je sais et ce qu'on m'a dit, je peux vous dire qu'un nom revenait sans cesse, Amaryllis Fox. Alors, je veux dire, je n'avais jamais entendu parler d'Amaryllis Fox. Je vais vous en dire un peu plus sur elle. Elle est en fait assez extraordinaire vu ce qu'elle a accompli dans sa vie. C'est une ancienne agente de la CIA née Amaryllis Thornburg. Elle a attiré l'attention de la CIA alors qu'elle était très jeune, alors qu'elle poursuivait son master. Après les attentats du 11 septembre, elle a créé un algorithme pour identifier les refuges terroristes locaux. Et je vais simplement vous lire encore quelques faits marquants de son adolescence. D'accord, à l'âge de 18 ans, ceci vient de Wikipédia. En 1999, à l'âge de 18 ans, elle a secrètement enregistré une interview pour la BBC avec la dirigeante birmane Aung San Suu, alors assignée à résidence. Et pour organiser la rencontre, Fox a travaillé avec un journaliste dissident local. D'accord, on parle d'une chose folle pour une jeune de 18 ans avec qui elle communiquait par des messages enregistrés sur cassette cachés dans le réservoir d'eau des toilettes d'un café à Rangoon. Son intention en partant à l'étranger lors de ce voyage était de réaliser un enregistrement secret d'une manifestation pro-démocratie prévue pour le 9 septembre. Oui, manifestation pro-démocratie, la CIA, une jeune de 18 ans. Ça sent la révolution de couleur, non? Wikipédia poursuit en disant que Fox est devenue l'une des plus jeunes agentes féminines de la CIA à l'âge de 22 ans, affectée à ce qu'on appelle une couverture non officielle, ce qui impliquait de vivre à l'étranger sous de fausses identités et sans protection diplomatique. Elle a déclaré avoir pris la couverture d'une marchande d'art et s'être concentrée sur la prévention des organisations terroristes d'acquérir, vous l'aurez deviné, des armes de destruction massive. À chaque fois, des armes de destruction massive. Elle a fini par épouser un autre agent du nom de Dean Fox. C'est ainsi que son nom est devenu Agent Fox, qu'elle a rencontré alors qu'elle était sous couverture à Shanghai. Elle avait parcouru le monde entier sous couverture, ce à quoi je pense toujours. Qu'est-ce que ça fait à ton cerveau de mentir pour vivre? Tu mens sur qui tu es pour gagner ta vie. Tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Bref, elle et Dean Fox ont finalement divorcé. Alors là, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé dans sa vie. Après 8 ans à l'agence, elle a quitté la CIA en 2010. Je me demande toujours, est-ce qu'on quitte vraiment la CIA un jour? Est-ce que ça existe vraiment? Peut-on vraiment trouver un autre travail après? Est-ce qu'il te laisse simplement partir à la CIA? Qu'est-ce qui arrive à une personne quand elle quitte la CIA? Bref, je vais te dire ce qui lui est arrivé. Ensuite, elle est allée à un festival Burning Man. Je sais ce que tu es en train de penser. Tu te dis, waouh, tu veux dire le festival Burning Man, en plein désert, plein de jeunes défoncés au LSD, des tonnes de drogue, de l'amour, tous en train de se connecter les uns aux autres. Oui, elle est allée à un festival Burning Man et un ami commun lui a présenté le fils de RFK Jr., RFK 3. Ouais. Et ils sont tout simplement tombés amoureux comme beaucoup de gens le font au festival Burning Man, j'imagine. C'est tout à propos de l'amour et de la communauté. C'est comme une communauté hippie, je dirais. Et ils se sont mariés à Cape Cod en 2018 et en 2023, elle travaillait pour RFK, la campagne présidentielle de son beau-père. C'est magnifique, les gars. C'est tout. Je voulais juste vous raconter une très, très belle histoire d'amour. J'adore ça. Bref, elle est évidemment très intelligente et compétente. Je trouve juste un peu bizarre qu'elle laisse un type comme le rabbin Shmuley s'approcher de son beau-père, non? Je veux dire, avec toute cette expérience à la CIA, rien ne lui a semblé étrange dans cette relation, cette amitié. De toute façon, vous me connaissez. Je ne fais que poser des questions. Des questions. Je ne sais pas pourquoi, je fais toujours que poser des questions et nous allons continuer ainsi. Je pense juste que ce serait plus amusant de continuer avec Ian Carroll et j'essaye de faire en sorte que ça arrive. Et on pourra un peu vous dire quelles sont les rumeurs qui circulent. Et encore une fois, je veux vous informer que ce n'est pas parce que quelqu'un en veut à RFK. Comme je l'ai dit, nous avons tous les deux énormément soutenu tout ce qu'il fait et nous aimerions qu'il reste concentré sur ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire vraiment s'attaquer à
les problèmes de santé et nos enfants au lieu de déclarer des pandémies et des épidémies à cause du racisme et de l'antisémitisme. Ce n'est tout simplement pas pour ça qu'il est là. Et c'est problématique. Et il faut être sérieux si on veut reprendre notre pays en affrontant la prise de contrôle initiale de notre nation, qui, selon moi, a eu lieu le jour où JFK a été assassiné. Nous devons tenir des conversations courageuses et être prêts à être traités de complotistes. Nous devons être prêts à être attaqués sans relâche par les médias. Nous devons être prêts à être traités d'antisémites. Nous devons être prêts à être traités d'Adolf Hitler. Nous devons être prêts à être traités de tous les noms possibles si nous voulons sauver notre pays. C'est ce que je crois au plus profond de mon cœur. Bref, les gars, je vais vous parler un peu de quelques sponsors. Nous avons Fatty 15. Vous aimez ce nom? C'est assez simple. Des nutriments essentiels qui gardent nos cellules en bonne santé. Et c'est ces nutriments essentiels qui nous maintiennent en bonne santé, des études montrent que le C15 en fait partie et il agit en renforçant nos cellules, en améliorant nos fonctions mitochondriales et en nous protégeant contre les radicaux libres nocifs. Le résultat? Une meilleure santé métabolique, hépatique et cardiaque à long terme. Fatty 15 est un complément de C15 pur, primé et soutenu par la science. En rechargeant nos cellules avec ce nutriment essentiel C15, Fatty 15 répare efficacement nos cellules et restaure notre santé à long terme. Fatty 15 offre 3 fois plus de bienfaits cellulaires que les oméga 3 ou l'huile de poisson. Cette fonctionnalité apporte de nombreux bénéfices, dès maintenant et en vieillissant. Une meilleure santé métabolique, hépatique et cardiaque, des articulations plus souples, un sommeil plus profond, ainsi que des cheveux, une peau et des ongles en meilleure santé. Il est livré dans un pot en verre réutilisable et des capsules de recharge sont expédiées chaque trimestre dans des sachets faits de matériaux recyclés. Fatty 15 a pour mission de restaurer vos niveaux de C15 et votre santé durablement. Bénéficiez de 15% de réduction sur le kit d'abonnement 90 jours en allant sur Fatty 15.003 Candice et en entrant le code Candice au paiement. Encore une fois, allez sur fatty15.003/Candice et utilisez le code Candice au paiement. Je vous rappelle aussi Pure Talk parce que s'il y a 2 choses certaines dans la vie, c'est la mort et les impôts. Il y a maintenant une 3e certitude. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous pourriez économiser beaucoup chaque mois en passant chez Pure Talk. Pure Talk, mon opérateur mobile, élimine le superflu du sans-fil. Pour 25 $ par mois, vous avez appel, SMS et 5 Go de données illimitées sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. La famille moyenne de 4 personnes économise plus de 1 000 $ par an lorsqu'elle passe à Pure Talk. C'est de l'argent réel de retour dans votre poche. Avec Pure Talk aux États-Unis et le service client, vous pouvez changer en 10 minutes. Vous pouvez garder votre téléphone et votre numéro. Allez sur puretalk.com/Owens pour changer et économiser 50% sur votre premier mois. Encore une fois, puretalk.com/Owens pour commencer à économiser aujourd'hui. Pure Talk, un service sans fil par des Américains pour des Américains. Très bien, les amis. Maintenant, j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Combien d'entre vous étaient au courant de cela? Je n'arrive pas à comprendre comment, en 2016, les médias n'ont pas couvert cela. Un témoignage sensationnel. Mais vous savez, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que les médias indépendants existent. En parlant de médias indépendants, House and Habit, Jessica Reed Krause a publié une newsletter sur Substack. Vous m'avez tous envoyé des messages. Tu as vu ça? Vous ne m'avez pas vu du tout ce week-end parce que j'éteins mon téléphone le vendredi soir et je le laisse éteint toute la journée du samedi. Et le dimanche, je consacre la journée au Seigneur. Et en fait, nous avions un cardinal élu en ville. Et toutes ces choses sont infiniment plus importantes que les drames en ligne. Ça devenait bizarre. Ça devenait vraiment, vraiment bizarre. Bref, pour vous résumer rapidement, House and Habit, c'est le nom sous lequel elle se fait connaître. Son nom est Jessica Reed Krause. Évidemment, elle a une newsletter qui était, je dirais, très populaire et manifestement nouvelle dans le mouvement MAHA. Et elle a d'abord publié la newsletter dans laquelle elle m'a cité, ainsi que Tucker Carlson, Megyn Kelly, et disait que tout le monde copiait un peu son style. Tucker aurait peut-être été financé par l'Iran et moi, j'étais en train de patauger. J'ai répondu à cette newsletter de manière tout à fait équitable, sans rien dire de personnel sur elle ou son agresseur.
Et puis, elle est devenue très personnelle, très rapidement avec moi. Je l'ai pris à la légère. Elle m'a traité de mean girl en réponse à cette newsletter d'antisémite et a ajouté que j'avais été bloquée par Trump, ce dont nous n'avons toujours aucune preuve. Elle s'est aussi moquée de mon mariage, puis m'a accusée d'être une sorte de princesse secrète ou quelque chose comme ça, disant que je possédais une fortune cachée, ce qui n'a toujours pas été prouvé non plus. Et je suis profondément bouleversée par cela. Bref, le lendemain, je suppose qu'elle avait bu quelques verres de vin et qu'elle allait se réveiller le matin en se disant « OK, c'était idiot », mais elle a très vite laissé tomber les gants et a commencé à s'en prendre à son ancienne meilleure amie, Denise. Je pense qu'elle croyait que Denise m'avait dit quelque chose à son sujet personnellement, ce qui est absolument et catégoriquement faux. Mais elle est allée sur sa newsletter Substack et a traité Denise de mauvaise mère, d'alcoolique. Et personne ne comprenait vraiment pourquoi Denise était attaquée ou pourquoi on leur parlait de la vie personnelle de Denise, de ses relations et de ses enfants. Et ce que je peux dire tout de suite, c'est que lorsque ce genre de choses arrive, le mieux est de se déconnecter, non? Les gens ne veulent jamais faire ça. Ils pensent toujours qu'ils peuvent répondre par plus de tweets ou de partages, changer l'opinion des gens, réussir à s'en sortir en essayant de modifier le récit 1000 fois. Et ça, c'est faux dans 99% des cas. Je dirais même que c'est faux dans 99,9% des cas. Et donc, Jessica a fait ça, je suppose, pendant le week-end. Et puis cela, ça a abouti à sa publication, à la publication d'une nouvelle newsletter sur Substack. Et je peux vous dire d'emblée que cela n'est pas bien reçu. Et cela pousse encore plus de gens à se désabonner, des personnes qui attendaient qu'elle fasse une sorte de mea culpa et disent « Je suis vraiment désolée ». Et ce n'est pas exactement ce qu'ils ont eu. Je peux vous lire quelques-unes de ces réactions. Cette personne a écrit « Mon avis sur la newsletter House and Habit d'aujourd'hui ». Comme Jessica Reed Crows l'aborde dans sa newsletter, le drame qui s'est déroulé la semaine dernière. Et je suis désolée de dire que je ne me sens à l'aise avec rien de tout cela. Je fais partie de ces personnes qui ne l'ont pas unfollow ni attaqué de façon réactive, peu importe à quel point j'ai trouvé ces messages privés qui circulaient publiquement dans les stories Instagram de tout le monde, dérangeants et agressifs. J'ai même pris le risque de lui offrir quelques conseils encourageants en message privé, auxquels elle a répondu par un emoji, donc je sais qu'elle les a au moins lus. De manière générale, je réagis rarement de façon préventive, même si je commence à me forger une opinion solide dès le début d'une affaire. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il y a toujours 3 versions à une histoire, parfois plus, et que tout n'est pas toujours ce qu'il paraît au premier abord. Ce qui me met vraiment mal à l'aise dans son article de réponse sur Substack, c'est premièrement qu'elle n'a toujours pas présenté d'excuses aux personnes qu'elle a insultées, celles qui étaient ses meilleures amies. Deuxièmement, elle a utilisé des formulations habiles pour lancer une nouvelle pique catégoriquement passive-agressive à l'encontre de Candace Owens. Et troisièmement, elle n'a pas vraiment compris ce que tout le monde reprochait à son comportement, attribuant cela au fait que les gens, principalement les femmes, sont prêtes à rabaisser d'autres femmes dès qu'elles prennent de l'ampleur et connaissent le succès. Non, ma chère, tu as complètement tort. Les gens ont perdu confiance en toi à cause des informations et de tes actions. Voilà l'essentiel. À ce stade, nous ne faisons même plus confiance au fait que tu aies rédigé ta réponse sur Substack de façon indépendante, et ce pour de bonnes raisons. Et c'est là que tout se résume. À une époque où nous cherchons tous la vérité, il reste peu de place pour réconcilier les mensonges si l'on valorise l'honnêteté. Bien sûr, il y a toujours une leçon à tirer de ces situations, Jessica, mais ce n'est pas une leçon que tu apprendras et c'est à nous de passer à autre chose. C'est une leçon dont tu tireras, espérons-le, un enseignement, mais aussi avec laquelle tu devras apprendre à vivre. La grâce que tu recherches, il faudra la regagner. Cela pourrait prendre du temps, si jamais cela arrive. Je trouve que c'était bien dit. Donc, dans le Substack qu'on peut afficher Skylar, si tu veux, c'était... Tu sais, ce n'était tout simplement pas, comme je l'ai dit, les excuses que nous attendions. Elle a en quelque sorte dit qu'elle avait l'impression que des mamans essayaient de la faire tomber, ce que je trouve vraiment ridicule. Et on s'est tellement éloigné du simple fait que les gens puissent répondre aux critiques que tu formules dans tes articles. Elle me lance encore une petite pique. Elle me décrit comme quelqu'un qui ne fait que parler devant une caméra, ce qui me va. Ça m'est égal. C'est le genre de choses, je peux encaisser une petite pique comme ça ne me dérange absolument pas. Et puis, elle semble continuer à s'en prendre à Denise tout en protégeant Olivia, ce que beaucoup ont trouvé très étrange. Moi, Olivia Nuzzi, je ne comprends pas pourquoi elle tient tant à la protéger, elle, et pas son amie de 14 ans. Elle a dit « Mon article n'était pas une attaque contre qui que ce soit.
Je n'ai pas attaqué Candace Owens, Tucker Carlson ou Ian Carroll. J'ai simplement partagé mon point de vue. Ça ne semble vraiment pas être le cas. Je ne pense pas que suggérer que Tucker soit un propagandiste de l'Iran puisse être perçu autrement que comme une attaque. Et elle a aussi reconnu qu'elle n'avait pas voté lors de la dernière élection, ce que beaucoup ont trouvé extrêmement problématique pour quelqu'un d'impliqué en politique. Et je pense que ce n'était vraiment pas du tout ce qu'elle aurait dû faire. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu une conversation avec elle parce que je ne la déteste pas, évidemment. Je ne déteste tout simplement pas les gens. Je n'aime pas les gens qui complotent contre ma vie. Et c'était très similaire à ce qu'il y avait sur Substack. Je lui ai donné des conseils gratuits, je lui ai dit « Déconnecte-toi d'Internet ». Tu sais, je pense que maintenant, tu es en train de manipuler tes lecteurs. Ils comprennent évidemment ce qui s'est passé ici. Ils ne comprennent pas pourquoi tu défends Olivia Nuzzi tout en jetant l'opprobre sur ton amie de 14 ans. Je lui ai expliqué que, tu sais, elle a dit beaucoup de choses en coulisses que tout le monde entend. Elle a parlé de l'affaire RFK Jr., cette histoire-là. Et je lui ai dit que parfois, il vaut mieux se concentrer sur sa vie personnelle et sur les choses qui ont une vraie valeur et sur la façon dont elle est apparue dans ses publications quand elle parlait de son accès à la Maison-Blanche, ce qu'elle fait encore dans cette newsletter Substack en disant en gros que Trump s'en fiche. Quelqu'un m'a dit qu'il s'en fiche, ce qui, à mon avis, n'était pas le ton approprié à adopter. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé encore plus d'informations sur la façon dont ce portrait à charge a été monté. Et c'est choquant, car c'est vraiment le cas. Si vous lisez les messages textes entre ces femmes à mon sujet, c'était comme lire des textos ou comme si je m'étais connectée sur IM Messenger à l'âge de 12 ans et que je lisais des statuts d'absence. C'est tout simplement d'une mesquinerie incroyable et ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Vous savez, se moquer de moi et de ma façon de parler sur Theo Vine, vous voyez, juste se moquer de moi en général, c'est vraiment très étrange. Et quelqu'un lui disant, genre, Ken, elle essaie juste d'être toi. Clairement, il y avait une autre rédactrice dans son entourage qui n'était même pas Emily, qui lui disait simplement, regarde, elle veut être toi. Genre, elle copie ton travail d'investigation d'il y a 3 ans. C'est vraiment mesquin. Et c'est ça, je pense, qu'elle a reconnu à son crédit. Elle a effectivement admis, lors de cette conversation, que tout son environnement de travail était toxique, et ça, c'est aussi quelque chose qu'Emily a dit, que c'est l'ambiance, pour ainsi dire, du bureau. Qu'ils sont tous un peu mesquins, immatures, et se comportent comme des pestes. Et elle a dit qu'elle commençait à se rendre compte à quel point ce n'était pas normal. Et je lui ai dit, oui, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'est mon équipe. En fait, j'ai la même équipe depuis 5 ans, 4 ans et demi maintenant. Même monteuse, même productrice, il me manque juste ma productrice exécutive parce qu'elle a déménagé, mais même réalisatrice, même Savannah qui est passée de mon assistante de direction à ma manager. Et j'essayais juste de lui expliquer que c'est ça, la normalité. Comme des relations saines, avoir des personnes dans ton équipe que tu as envie de voir réussir, des personnes qui seront là pour toi quand tu traverses de grands changements de vie, comme moi qui ai quitté le Daily Wire et eux qui sont restés à mes côtés. Et je me rends compte que je pense qu'elle fait partie de ce monde dont on parle souvent, ce monde qui essaie de cultiver l'esprit du diable s'habille en Prada et qui pense que, tu sais, avoir accès à Anna Wintour, aux célébrités, aux politiciens, être méchant et rabaisser les gens, c'est la culture. Et ce n'est pas la culture. Ce n'est pas du tout la culture, tu vois. Et j'espère qu'elle en tirera une leçon. J'ai prié pour elle à la messe parce que j'ai pris la très bonne habitude de prier pour les personnes qui m'attaquent et qui font des choses. Et le meilleur dans le fait d'être et de faire de mauvaises choses, c'est la rédemption. J'espère qu'elle s'en rendra compte. C'est la vraie rédemption de vraiment dire « Je ne vais pas blâmer Emily, je ne vais pas blâmer cette personne ou cette personne. Je vais me blâmer moi-même parce que c'est mon Substack. » Et j'ai participé à ces conversations et je dois l'assumer. Et quand tu fais ce genre de choses, tu serais surpris de voir à quel point le monde s'ouvre et t'ouvrira les bras pour te pardonner. Je ne pense tout simplement pas qu'elle en soit là pour l'instant. Et c'est pourquoi je pense que le fait qu'elle prenne une pause est probablement la meilleure chose à faire, parce que la situation est devenue incroyablement toxique pour elle. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais en rester là. Très bien, les gars. Dernier point que je voulais aborder. Il y a des gens qui m'ont demandé mon avis sur ces rumeurs de faillite du Daily Wire. Bon, il y a effectivement eu des départs au Daily Wire.
D'abord, évidemment, Jeremy Boring a quitté son poste de co-CEO et a dit qu'il allait faire des choses créatives et on n'a plus entendu parler de lui depuis. Ensuite, le président a également démissionné. On dirait qu'il a quitté ses fonctions. Et cela a été rapporté par James Lee, John Lewis, qui sont partis du Daily Wire. Et puis, ce week-end, le gros coup est arrivé lorsque James Lee a annoncé que Bentley Kids avait fermé ses portes. Et aussi que leur responsable principal des relations publiques, Alyssa, est également partie, ou a démissionné, ou a été licenciée. Il a écrit que l'implosion du Daily Wire s'accélère. Ce qui a commencé avec la démission de Jeremy Boring s'est maintenant transformé en licenciement massif. Un autre licenciement concerne Alyssa Cordova, la vice-présidente des relations publiques. Voici tous les détails croustillants. Le Daily Wire vient de licencier Alyssa Cordova, la vice-présidente des relations publiques. Et selon des sources, Alyssa Cordova était la subordonnée de Jeremy, celle qui était responsable de l'élaboration de la stratégie médiatique agressive et paranoïaque de l'entreprise. Cordova aurait traqué d'anciens employés en ligne, conservé des dossiers de vidéos découpés de leurs ennemis et aidé à mener des vendettas internes sous couvert de relations publiques. Selon une source, le désastre de leur stratégie de relations publiques au cours de l'année écoulée a été concocté entre Jeremy et Alyssa. Fin de citation. Il poursuit ensuite. Pour les licenciements massifs, le Daily Wire ferme également entièrement sa division enfants, soit environ un quart de l'entreprise. Et en interne, les gens sont furieux. Une source l'a dit sans détour. Si on avait laissé partir Jeremy il y a longtemps, beaucoup de personnes auraient encore un emploi aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et c'est un peu ce qui a lancé les rumeurs sur une possible faillite du Daily Wire. Puis, pour apporter un peu de clarté à la situation, un journaliste nommé Will Sommer, qui travaillait auparavant pour le Daily Beast, travaille maintenant pour le PDG ou quelque chose comme ça de Bulwark. Bulwark a confirmé qu'il avait obtenu une déclaration du Daily Wire et il a dit que le Daily Wire de Ben Shapiro avait été touché par des licenciements seulement quelques semaines après que le PDG Jeremy Boring, qui essayait de devenir une sorte de magnate du divertissement médiatique conservateur, ait démissionné. Un porte-parole du Daily Wire m'a déclaré, je cite, « Dans le cadre de notre plan en cours visant à mieux aligner nos ressources sur les priorités de l'entreprise et les axes de croissance, le Daily Wire a pris la décision de rationaliser et, dans certains cas, de réduire une partie de notre effectif. Cette décision a été prise en fonction des besoins de l'entreprise et de l'efficacité opérationnelle. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos employés concernés pour leur contribution et nous leur offrons une indemnité de départ ainsi qu'un accompagnement pour leur transition professionnelle. Notre priorité reste de fournir à nos abonnés un contenu et des expériences de la plus haute qualité, tout en assurant le succès à long terme de notre entreprise. » Fin de citation. Et puis, Alyssa est venue dire qu'elle n'avait pas été licenciée, qu'elle était partie de son plein gré. Oh, wow, ça a pris de l'ampleur. Cependant, c'est une fausse information. J'ai démissionné jeudi dernier de mon plein gré, mais pas avec le drame que l'on vous a laissé croire. J'aime The Daily Wire, Jeremy, Ben et Caleb, et je continuerai à travailler avec l'entreprise en tant que consultante. 4 ans chez EW ont été parmi les plus enrichissantes de ma vie. Je reste fan, je les soutiens et je sais qu'ils réussiront encore. Les geeks, arrêtez les théories du complot sur TikTok. J'ai vraiment été choquée en voyant ça parce que la seule personne dont je peux affirmer avec certitude qu'elle est une horrible personne, c'est Alyssa Cordova. Et je veux dire, les histoires, et j'ai répondu, j'ai dit, d'accord, non, ils ont pris une excellente décision. Qu'elle ait démissionné ou qu'elle ait été renvoyée, cette personne, c'est fantastique qu'elle ne soit plus là. Et la façon dont je comprends la situation, écoutez, vous pouvez vous réjouir de la fermeture de la division Bentley Kids, mais souvent, quand on pense aux entreprises, on pense aux individus et à ce qu'on ressent pour eux. Les employés de The Daily Wire sont des gens comme vous et moi qui étaient probablement de grands fans de Candace Owens. Ils sont probablement en train d'écouter le podcast de Candace Owens en ce moment même. Et c'est dur quand l'image d'une entreprise, peut-être celle façonnée par Jeremy Boring, conduit les gens à se réjouir que d'autres se retrouvent sans emploi. Alors gardez ça en tête lorsque, si vous applaudissez, il y a de vraies personnes qui travaillaient dans cette division. Je ne pense pas que les rumeurs de faillite soient vraies. Je ne pense pas que cela aurait été le cas. S'ils avaient été sous pression financière, ils auraient restructuré et supprimé le superflu. Et je pense qu'il s'agit bien plus probablement d'une restructuration. Et d'ailleurs, c'est la bonne chose à faire. On ne veut pas faire faillite. Donc, on fait venir des gens, on restructure, on se débarrasse de ce qui ne fonctionne pas et du personnel qui ne donne pas satisfaction. Et Alyssa Cordova est, je veux dire, une personne vraiment exceptionnelle.
Et je dis cela, et comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai dit que vous auriez du mal à trouver une personne actuelle ou ancienne du Daily Wire qui viendrait dire qu'elle était très appréciée. Je la trouve remarquablement toxique. Et je me sens incroyablement bien de pouvoir le dire parce qu'elle ne fait plus partie du personnel du Daily Wire. Et donc, je pense que ces décisions sont bonnes. Je pense que c'est probablement comme un nuage sombre qui se dissipe. Vous savez, une entreprise elle ne peut tout simplement pas survivre s'il y a des personnes en son sein qui œuvrent contre elle. Et je dirais qu'Alyssa, bon débarras, s'il vous plaît, si vous envisagez de l'embaucher, appelez-moi et laissez-moi vous donner la recommandation ultime sur ce qu'elle a fait subir aux gens. Et je dis cela parce que vous savez comment je suis quand on s'en prend à ma famille et je la considère comme quelqu'un qui a personnellement nui à mes relations personnelles. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il s'agit d'une restructuration et c'est tout ce que je dirai avant vos commentaires. Je vous rappelle 7 Weeks Coffee, la société de café pro-vie d'Amérique, dont la mission est de financer le mouvement pro-vie, une tasse à la fois. Il s'appelle 7 Weeks parce qu'à 7 semaines, un bébé est de la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement entendre les battements de son cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 800 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Et je peux vous dire que leur café est fantastique. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, à faible acidité et issu de l'agriculture biologique. Donc, il coche toutes les cases. En ce moment, en vous abonnant à 7 Weeks Coffee, recevez un sac fourre-tout édition limitée pour le carême. Rappel de prier, jeûner et boire du 7 Weeks Coffee cette saison. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant. Pour mes auditeurs, utilisez le code Candice pour 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait une économie totale de 25% sur votre première commande, plus votre cadeau gratuit. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code promo Candice. Je ne connais pas votre situation financière, mais si vous êtes comme des milliers de propriétaires à qui American Financing s'adresse chaque mois, il se peut que vous ayez du mal à suivre, joindre les deux bouts, submergé par des dettes à taux élevés. Et ce n'est absolument pas de votre faute, car la vie est effectivement devenue plus chère. L'inflation a durement frappé l'Amérique. Si vous avez encore des soldes de cartes de crédit à plus de 20%, alors que votre prêt hypothécaire reste intact, vous ignorez ce qui pourrait tout changer, votre maison. American Financing peut vous aider. Échangeriez-vous 10 minutes contre une chance d'économiser en moyenne 800 $ par mois? C'est ce que font les propriétaires qui appellent American Financing. Un appel sans engagement peut tout changer. Leur équipe de conseillers hypothécaires est salariée, donc aucune incitation à proposer un prêt inadapté. Aucun frais initial pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors n'attendez pas. Contactez American Financing. Ressentez ce soulagement. Appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, voyons ce que vous en pensez. On va jeter un œil à la section des commentaires. Nous avons Beefy Bitcoin. Il dit « La façon dont tu t'exposes pour nous montrer la vérité est stupéfiante. Je prie pour toi au moins 3 à 4 fois par semaine quand j'y pense. Tu n'auras probablement jamais la reconnaissance que tu mérites parce que tu t'opposes au système, mais des dizaines de milliers d'Américains le savent. Tu sais quoi? Je ne fais pas ça pour la reconnaissance. Vraiment, ce n'est pas mon but. Je pense au fait que je ne serai plus de ce monde un jour et que mes enfants hériteront soit de ma lâcheté si c'en est une, soit de ma force si c'en est une. Et je crois vraiment que c'est le cas. Nous avons frôlé un éveil mondial et ce sont des individus, des personnes indépendantes d'esprit, des gens qui ne peuvent pas être achetés par les entreprises qui contribuent à catalyser cela. Et j'ai trop appris de vous tous. Et comme je vous le dis, je suis aussi têtu que mon grand-père. Alors blâmez-le. Inspecteur écrit « Super mob » de Gus Russo explique la fusion de la mafia italienne et juive et la première infiltration du gouvernement. Je savais ça. En fait, oui, je le savais. J'ai lu à ce sujet. Ils collaborent entre eux à New York, puis aussi à Los Angeles. Et au fait, les Kennedy, vous savez, Joe Kennedy, nous y reviendrons dans Hollywood Babylon, le 2e livre que nous lisons au club de lecture. Au fait, le club de lecture se réunit demain parce que j'étais malade la semaine dernière. Mais oui, là, ils étaient impliqués dans certaines choses. Vous savez, vous devez apprendre comment Hollywood a été créé. Émir. Bonjour, Amir. Ma sœur t'aime. Mes 2 sœurs t'aiment. Elles regardent ton contenu. Il écrit « Candice est la grande sœur que nous avons toujours voulu.
Merci beaucoup. Tu es adorable. Et merci d'être toujours là pour moi. Je vois que tu parles de moi et que tu me tags et tout ça. Midrunner dit « Il nous faut une émission collaborative avec Candice, Yann Carroll et James Lee appelée Receipts. Ce serait tellement amusant. » En fait, je n'ai jamais rencontré Yann Carroll. J'ai entendu parler de lui parce qu'à un moment donné, il en savait plus sur ma vie que moi-même, ce qui est assez incroyable. Ces deux-là, James Lee et Yann Carroll, ont clairement des sources. Et je ne sais pas comment, mais tu vois, même s'ils se trompent, ils corrigent. Et j'adore le journalisme indépendant, donc je suis fan. Misty écrit « Burning Man, c'était autrefois les artistes New Age. Maintenant, c'est devenu une orgie hédoniste dégoûtante alimentée par la drogue. Oui, j'ai vécu à Reno. Le festival attirait les fous. Oui, tout à fait. C'est uniquement des orgies, de la drogue, je peux l'imaginer. Il doit y avoir des caméras là-bas parce qu'il y a beaucoup de gosses de riches qui vont à ce festival et font ce genre de choses. Bitsy Figurino écrit « Reste forte, Candice, et continue de répandre la vérité du Christ. Le Christ est roi. » Oui, en fait, je viens juste de voir, avant de passer en direct, que la fille du rabbin Shmuley a fait tout un truc sur les catholiques en disant qu'il posait un problème. Et comme vous vous en doutez, antisémite, je me disais, je m'éloignerais peut-être des catholiques. J'ai l'impression qu'on est vraiment très soudés cette année, tu vois, et que ça prend de l'ampleur, et c'est la période du carême. Donc, tes attaques. Ils ne peuvent pas entrer. Je suis désolée, ma chérie, tu ne passeras pas. Lélia Restivo écrit « C'est mon anniversaire. 1989 était une super année et je suis ravie d'ajouter « Make him a sandwich » à ma bibliothèque Candace. J'ai rassemblé toutes les recommandations de Candace qui continuent de m'inspirer. Le Christ est roi. Oh, génial, joyeux anniversaire. 1989 est donc ton année de naissance, ce qui veut dire que nos anniversaires sont très proches. Mon anniversaire est le mois prochain ou demain? Demain, c'est avril. Aujourd'hui, c'est avril. Demain, c'est avril. Oui, avril. Mon anniversaire est en avril, donc je suis juste après toi. Adèle écrit « Tu as tout le monde arabe derrière toi, Candace. » Merci, merci. Le monde apprend, ce qui est incroyable parce que je n'ai jamais été, littéralement, je ne suis jamais allée dans le monde arabe et il faut vraiment que j'y fasse un voyage parce que j'ai l'impression de ne rien savoir à part ce que j'ai appris à l'école. Et comme je l'ai dit, j'admets complètement le fait que j'étais, comment appellerais-tu ça, islamophobe, c'est certain. Sans aucun doute, pendant longtemps dans ma vie, maintenant, je déteste juste les menteurs. Peu importe. Et il s'avère qu'ils existent sous toutes les formes, toutes les races et viennent de tous les pays. Et ils échouent beaucoup cette année. Snack écrit « Pouvons-nous avoir une prière à la fin de l'émission, s'il vous plaît? Je ne vais pas prier. Je veux que vous priez pour moi à la fin de l'émission, s'il vous plaît, à la fin de chaque émission. » Et oui, je dis toujours que ce sont juste les prières qui me protègent. Et les gens demandent toujours ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, vous pouvez soutenir l'émission. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site, acheter une casquette, faire ce que vous voulez et tout ça fonctionne. Mais la chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est simplement prier. Parce que je pense que c'est la seule chose qui me protège en ce moment avec toutes ces annulations collectives, ces articles chaque jour et les attaques contre ma famille. Et je disais à mon mari ce week-end, je ne sais pas comment on s'en est sorti indemne de tout ça. Et je pense que c'est parce que mon grand-père était tout simplement inébranlable dans la prière, même quand je ne le méritais pas. Vous savez, quand j'étais comme le monde et que je n'étais pas une bonne personne. Mon grand-père et ma grand-mère, chaque jour, priaient, 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 priaient. Et j'ai l'impression qu'ils aimaient vraiment cela. Et parce qu'ils ont prié pour moi, cela m'a donné une protection pour affronter les gens l'année dernière. Et maintenant, tellement de gens dans le monde prient pour moi, prient pour l'émission et prient pour notre équipe. Et c'est ce que je pense qui fonctionne maintenant. Alors, continuez à prier. Je vous rappelle encore une fois que nous avons le club de lecture demain. Donc, vous pouvez aller sur candiceowens.com si vous ne l'avez pas encore rejoint. Je me suis un peu avancée aujourd'hui. Je leur ai donné un petit aperçu, mais parler de ce passage sur JFK va être vraiment captivant. Nous arrivons tout juste à la partie sur la CIA. Je suis en quelque sorte contente d'être tombée malade, car maintenant, c'est encore plus approprié avec toutes ces discussions sur RFK, ce qui se passe et ce qui arrive avec Trump. Oui, il y a beaucoup à aborder. Nous devons parler de Trump et de ses lois étranges sur l'antisémitisme et la liberté d'expression qui semblent arriver en ce moment. Ce n'est pas bon. Nous parlerons de tout cela demain. Et bien sûr, les gars, procurez-vous votre merch antiféministe parce que j'étais antiféministe avant que ce soit à la mode. D'accord? Avant que ce soit à la mode. Ça ne l'est peut-être toujours pas pour certaines personnes, mais pour moi, c'est cool, vous voyez? Je n'aime pas le féminisme. Je n'aime pas le chauvinisme non plus. Vous savez, j'aime juste les faits. Parfois, les faits sont en faveur des hommes et parfois, ils sont en faveur des femmes.
Bref, les amis, on se retrouve demain.